J'ai quitté la France, ses taxes, ses contraintes et surtout toutes ces galères qui concernent l'investissement immobilier. Et je suis venu ici, à Bali, investir et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Bienvenue à tous, moi c'est Guillaume, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et je vais vous expliquer mon parcours et pourquoi j'ai décidé de venir ici. Pour commencer, je me suis lancé dans l'immobilier il y a plus de 10 ans, sans aucune expérience. À l'époque, je regardais exactement ce genre de vidéos, je m'enfilais des heures de contenu gratuit sur YouTube qui parlait de rendement, de RP, de LMNP, de taxes foncières. Bref, j'ai démarré mes recherches sur le bon coin assez rapidement. Et quelques mois plus tard, je signais mon premier achat. Il s'agissait d'un local commercial en rez-de-chaussée. Sombre, humide, pas sexy du tout. J'ai transformé via un changement de destination. Et après, donc, s'en est suivi une rénovation complète, ameublement et mise en ligne. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir qu'à l'époque, Airbnb, ça venait tout juste de décoller dans ma petite ville. Et dans d'autres villes sûrement. L'offre, elle était vraiment pas encore professionnelle comme aujourd'hui. Il y avait quelques annonces, mais c'était ridicule. Je me rappelle, en vrai, l'appartement, il était pas fou du tout. J'avais des problèmes d'humidité. Dans la chambre qui était sous une terrasse en fait, ça me faisait des taches noires au mur. J'avais des bennes à ordures du quartier qui étaient juste devant ma façade, donc gros problème de cafard, bref, c'était l'angoisse. Mais malgré tout ça, vu qu'il y avait zéro concurrence, j'étais full tout le temps. Et mine de rien, c'est grâce à cette première expérience que j'ai eu le déclic. Ensuite, je suis tombé dedans. Je me suis vraiment pris de passion pour l'immobilier en général et tout s'est enchaîné assez vite puisque j'ai profité à fond de l'effet de levier grâce à mon CDI à l'époque. En plus, les taux étaient ultra bas donc c'était vraiment le moment idéal et j'ai multiplié les opérations. J'ai touché un peu à tout, studio, lot d'appartements, maison, immeuble de rapport et jusqu'à plus récemment construction. À chaque projet, je dessinais les plans, je coordonnais les travaux, j'installais les meubles, je faisais les photos, je gérais les locations. Je me souviens pendant un moment, je faisais même les ménages et les lessives. C'était n'importe quoi, je déléguais quasiment rien et mon appartement c'était devenu une conciergerie. Il y avait des draps qui séchaient dans toutes les pièces. Après honnêtement, quand je repense à cette époque, ça m'a énormément appris. J'ai gagné en compétences, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné de l'oseille aussi, heureusement, parce que toutes mes opérations, elles étaient quand même super rentables. Je tournais toujours autour de 10% net, ce qui, soyons clairs, est quand même bien au-dessus de la moyenne en France. La question qui se pose, c'est si c'était si bien, pourquoi t'as arrêté? Eh bien simplement parce que mon quotidien, c'était devenu de gérer des galères. C'est simple, j'ai rencontré toutes les galères possibles concernant l'investissement immo locatif en France. Par exemple, j'avais des locataires qui payent pas, ou alors ils payaient une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, ça dépendait. Moi j'avais des appartements qui étaient pas que en Airbnb, j'avais aussi des locataires qui étaient là à l'année, qui souvent étaient les locataires du précédent propriétaire et que je récupérais quand j'achetais des lots d'appartements. Et je me rappelle, je devais aller taper à la porte et espérer que le gars veuille bien me payer. Et souvent c'était ah non, demain, ah ok, bon ben je repasse demain. Demain je revenais. Non mais l'autre demain. Donc je revenais, c'était une course comme ça mais sans cesse. Après j'ai eu quoi? J'ai eu des squatteurs évidemment, des mois d'impayés, négociations à l'amiable évidemment parce que je voulais surtout pas lancer la procédure légale là, pour enclencher une potentielle expulsion, mais qui je savais allait durer des mois ou des années, même ne jamais aboutir. Et j'ai bien fait parce que j'ai réussi à sortir cette personne là après 6 mois je pense, mais ça a été 6 mois d'enfer, de stress, c'était horrible. Après j'ai eu quoi? Des dégradations d'appartements sans recours, ça c'est sûr. Airbnb, bon ben à l'époque il n'y avait pas l'assurance d'aujourd'hui, donc tu arrives, t'as la porte de douche qui est cassée, tu sais pas pourquoi, le mec au lieu de tirer la porte, il l'a poussée, forcée à fond et elle s'est cassée, les cafetières qui disparaissent par magie, enfin bref, des trucs que seulement vous connaissez si vous faites aussi du Airbnb. En plus de ça, ce qui s'ajoute c'est les nouvelles normes, les nouveaux DPE, les nouvelles lois, etc. J'avais quoi? J'avais des charges de copro non justifiées, des sommes astronomiques, sans oublier l'administratif qui en France c'est quand même assez infernal, on le sait, les délais, la paperasse, les demandes de permis qui traînent des mois. À chaque étape en fait c'est simple, t'as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues. T'as le stress tu sais d'avoir mal coché ou d'avoir coché la mauvaise case et qu'ensuite on te tombe dessus genre ah mais monsieur en fait ça il faut le détruire ou ça c'est pas la bonne fenêtre, le chevron là il sort de 50 cm au lieu de 60, les architectes de bâtiments de France, enfin tout est compliqué. Et pour finir, sans surprise, même si c'est pas une liste qui est exhaustive, mais la douloureuse, les impôts qui n'ont pas tendance à baisser. Au contraire, la fiscalité, les règles, elles changent régulièrement, les régimes avantageux, ils disparaissent. Bref, au final, la vérité, c'est quoi? C'est que tu bosses, tu prends des risques, parfois même beaucoup de risques, parce que, on va pas se mentir, en France, si tu veux atteindre des hauts rendements, il faut prendre des risques. Donc tu gères des locataires, tu gères des travaux, tu gères des galères, tu te bats avec l'administratif et à la fin tu vois quoi? Ton cash flow comme ça qui se fait grignoter. Moi à la base, quand j'ai commencé à entreprendre, mon but c'était vraiment de vivre de mes investissements, d'être libre. Alors oui, j'avais quitté mon CDI, mais est-ce que j'étais libre pour autant? Pas vraiment. Passer mon temps à être stressé, à gérer des problèmes, faire du social avec des locataires, payer des taxes, subir les lenteurs administratives et les lois qui changent. Et au bout d'un moment, je me suis posé la vraie question, est-ce que ça vaut encore la peine en fait? Bref, vous l'avez compris, j'ai fini par tout quitter.
arrêté, j'ai tout vendu et je suis venu recommencer ici à Bali. Pour à Bali, forcément, c'est totalement différent. Déjà, le foncier, il est plus accessible. Ici, tu peux acheter une villa 2 chambres avec piscine pour 150 000 €, clé en main. C'est le prix d'un T2 en France, chez moi ça. Ensuite, le marché, il est dynamique, en croissance constante grâce au tourisme qui explose. Bali a affiché 6,3 millions de touristes étrangers en 2024, avec des pics jusqu'à 600 000 par mois en haute saison, c'est juillet-août. Donc ça fait 20% de plus qu'en 2023 et on a dépassé les seuils d'avant Covid, qui était à peu près 6,2 millions. Bref, la demande locative, elle est forte toute l'année pour de la courte et de la longue durée, parce qu'il n'y a pas que des touristes. Tu as aussi beaucoup de gens comme moi, d'expatriés, des digital nomades comme ils les appellent, qui cherchent à se loger une partie, voire tout au long de l'année. Et les profils de personnes aussi, ils sont variés, c'est-à-dire que tu n'as pas que des personnes seules, tu as aussi des couples et tu as des familles avec enfants. Côté rentabilité, il n'y a pas photo. En location courte durée, Airbnb, Booking, ici les rendements, ils atteignent souvent, très souvent 15%. Si le projet est bien designé, c'est bien situé, tu as fait des belles prestations, alors oui, tu peux aller chercher bien plus. Alors qu'en France, si tu fais 5%, déjà, t'es content. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, à Bali, il n'y a pas d'impayé. Ça n'existe pas. Peut-être été un peu traumatisé par ça, mais il faut le préciser. En ce qui concerne l'administration et la réglementation, à Bali, on fait pas n'importe quoi. Et c'est tant mieux, il y a des règles à respecter et il faut le savoir. Comme en France, il existe un PLU avec différents zonages, constructibles, non constructibles, ainsi que des règles d'urbanisme comme le coefficient d'occupation des sols qu'on a en France, le COS. Il faut également déposer un permis, il faut passer chez le notaire, bref, il y a un cadre légal, mais il est fluide, clair et surtout les choses elles avancent vite quand tu fais les choses correctement. Ici tu peux acheter un leasehold de terrain en quelques jours, ton permis de construire il est obtenu en général sous 4 à 8 semaines, les équipes de construction elles démarrent très vite, voire tout de suite si tout le monde est prêt, et les ajustements par exemple au cours de chantier, ils sont faisables, sans tout bloquer. Et dernière chose qui est importante je trouve, c'est qu'ici les interlocuteurs ils sont disponibles, ils sont flexibles. Si par exemple tu as une info à demander à ton notaire, tu lui fais un WhatsApp, il te répond dans la journée, si c'est pas dans l'heure. Du coup entre le moment où tu trouves un terrain et le moment où ta villa elle est livrée, il peut s'écouler quoi 12-16 mois en France. Si tu as mal rempli ton formulaire de demande de permis, que ton dossier il a fait 2-3 allers-retours avec le bureau, qu'au milieu il y a le mois d'août, à tout moment, il s'est passé 6 mois, ton permis il est toujours en attente. Et puis franchement, tu construis ici dans un cadre qui donne envie. Tu peux acheter une villa avec piscine, rooftop, belle vue. Tu peux devenir propriétaire d'un bien dont tu es fier dans une destination qui est stylée au soleil et où tu as une vraie qualité de vie. Et surtout, tu peux venir y passer plusieurs semaines par an dans ta propre villa si tu as envie et la louer le reste du temps. Et pour finir, le cadre fiscal. Ici, il est ultra avantageux. Tu n'as pas de taxe foncière sur les terrains leasehold. Tu n'as pas d'impôt local si tu n'es pas résident fiscal en Indonésie. Et si tu es en PTPMA, c'est-à-dire en société, tu as 0,5% d'impôt sur les 3 premières années de location. Mais j'ai prévu de rentrer plus en détail sur le sujet de la fiscalité qui est très important. Ça sera sous forme de podcast et ça arrive très bientôt, donc pensez à vous abonner. Pour terminer, je dirais qu'il y a vraiment un momentum à ne pas rater. Les prix, ils montent chaque année. Plus tu attends, plus tu payes. Moi, j'ai payé 14 millions par arrêt par an en août 2024 mon terrain, alors qu'aujourd'hui, dans la même zone, les mêmes terrains, en juillet 2025, ils tournent déjà autour des 17 millions par arrêt par an. Et ça va continuer de monter, c'est certain. Il y a encore de très belles opportunités à Bali, c'est sûr aussi. Il y a des nouvelles zones, il y a des nouveaux terrains, il y a des nouveaux quartiers qui vont se développer, qui sont déjà en train de se développer à vitesse grand V. Il y a même des nouveaux projets de grande envergure avec un nouvel aéroport dans le nord de Bali. Bref, c'est la fin de cette vidéo. En conclusion, je dirais que j'ai quitté la France, non pas parce que j'aimais pas mon pays, mais parce que je voulais une vie plus simple, plus libre et plus rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, pose-les dans les commentaires. Si elle t'a plu, mets un like, partage-la. Et si t'es resté jusqu'à la fin, c'est peut-être aussi que toi, dans un coin de ta tête, t'as envie de passer à l'action. Et si c'est le cas, t'as un lien dans la description, tu cliques et tu me contactes. Ciao!